Peut-être. Est-ce que c'est un cadavre en placard qui se réveille et qui s'attaque à madame? Peut-être. Est-ce que c'est madame qui a dit quelque chose, qui a vraiment déclenché la rage de monsieur? Peut-être. Est-ce que c'est les deux? À un moment donné, voilà, lui il est parti en disant je ne peux pas avoir d'enfant, elle a dit fais pas chier, dégage, je divorce. Oui, on peut tout imaginer. Tout, absolument tout sur la base. Mais il y a néanmoins des choses qui sont plus ou moins probables que d'autres. Voilà, c'est-à-dire que dans le contexte qu'on vous a raconté avec les témoignages des parents, on se dit les probabilités, par exemple, pour que madame en vienne à être violente avec lui sont rares, sont faibles. Les probabilités même de ce qu'on entend, de ce que monsieur pourrait attaquer madame, sont très faibles aussi, en fait. Il n'y en a pas un qui a montré qu'il était violent vis-à-vis de l'autre pendant un certain temps, en tout cas. C'est ça la vérité. Il n'y a pas eu de prémisse, il n'y a pas vraiment d'acte préparatoire, il n'y a pas quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle on se dit, mais alors, quoi il peut y avoir à un moment donné un coup de gueule, un dérapage, un coup passionnel, finalement. Donc on se dit, c'est l'accident tel qu'il nous les est présentés. Bon, ok, on peut admettre, on y va, on se lance dans cette hypothèse-là, mais après on se dit, ah ouais, mais quand même, il était tout gentil avant. Avant, ça veut dire 2 heures avant le passage à l'acte. Et après, tout est rationalisé, tout est organisé, y compris pendant 6 mois où il va tout nous cacher. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette organisation postérieure peut être copier-coller avec l'organisation antérieure au crime? Oui, mais c'est pas aussi simple. Peut-être effectivement qu'il y a eu un coup de sang, un truc qui est parti, voilà. Puis après, il revient à la réalité et il se dit oh, non, je ne peux pas tout perdre, je ne peux pas tout. Voilà. Et donc, il joue la comédie rien que pour se convaincre que ça n'a pas eu lieu. Avec un vrai undoing, une vraie repersonnalisation, au sens propre du terme, hein, de sa femme en disant c'était ma femme, c'est pas moi qui l'ai tuée, c'était je l'aimais, et donc voilà. Et plus il joue ce rôle-là, plus il se déculpabilise, et plus il en vient effectivement à se convaincre lui-même que. Il n'est pas aussi, en tout cas, monstrueux que son acte. Et il ne va pas perdre aussi les parents. Et il ne va pas perdre toute une série de choses. Voilà. Vous voyez, et il va obtenir aussi l'affection de ses proches dans la douleur, ce dont il a aussi besoin. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est là où on voit très très bien. Vous voyez, dans ce cas-là, c'est un excellentissime cas, rien que pour ça, c'est qu'en même temps, il y a un agresseur et une victime. Peut-être, voilà. Imaginons en tout cas. Agresseur, parce qu'il a tué sa femme, l'a-t-il avoué en tout cas, présumé innocent. Mais, dans les raisons pour lesquelles il joue ce rôle, plusieurs hypothèses sont possibles. C'est un psychopathe, il est organisé, il veut montrer un double jeu jusqu'au bout, c'est possible. Mais franchement, tel qu'on le perçoit, ça ne me semble pas être aussi clair que ça. Et autre hypothèse, c'est donc celle du undoing. Je répète, il maintient ce rôle qui n'est pas fait, vraiment en fait un rôle, c'est parce que finalement il se dit dans ce créneau, plus exactement, voilà, dans ce créneau, cette attitude-là, où je suis le mari éploré, eh bien j'en viens à me déculpabiliser. J'en viens parce que je souffre, évidemment, peut-être de ce coup de sang, je souffre de ce passage à l'acte que je n'ai pas contrôlé, je souffre de ce crime passionnel, etc., alors que je l'aimais. Donc, quelque part, je regrette a posteriori, bien sûr, de l'avoir fait. Et donc, dans ce regret-là, eh bien, vous en venez à échafauder un scénario, ou à rationaliser les faits, ou à... Mais le maquillage, c'est ça, c'est à faire croire à un crime sexuel, faire croire qu'elle faisait son jogging, faire croire que, etc. C'est pas forcément, bien sûr, le sociopathe dans toute sa splendeur. C'est peut-être tout simplement, alors c'est quand même très fort de dire que le pseudo-psychopathe qui veut faire croire, voilà, il laisse quand même, nous dira-t-on, le drap conjugal, c'est quand même très fort ça, le drap conjugal entourant la victime. Ça, excusez-moi. Si c'est pas du doing, qu'est-ce que c'est d'ailleurs, hein, au passage. Donc, ça montre bien qu'on peut se poser, en tout cas sérieusement, la question d'une repersonnalisation, non seulement de la victime, par un acte sur la scène du crime, alors, bien sûr qui s'oppose à j'incinère. Oui, c'est vrai. Le fait d'incinérer sa victime, ça s'oppose très clairement à undoing. Okay.
Mais après, c'est le rôle qu'il tient, ou le besoin, plus exactement psychologique peut-être, de rester le veuf et pleurer. Eh bien, c'est une manière de se convaincre ou de se déresponsabiliser au sens psychologique du terme. Pas pour échapper à la peine, mais bien pour moins souffrir du regret, des remords, de la culpabilité. Donc moins souffrir, c'est une victime. Là, on parle d'une victime. Il est victime de ses frustrations, victime de ses sentiments qui le tiraillent. Victime, effectivement, peut-être d'un acte passionnel qu'il n'a pas contrôlé. Et donc, on peut, parmi d'autres hypothèses, aller sur le terrain de celle où il est victime de lui-même. La première victime de lui-même, c'est l'acte passionnel. Il n'a pas contrôlé ça. La deuxième victime de lui-même, c'est il joue un rôle pour se convaincre qu'il n'est pas le vrai coupable. Il en vient, je vous dis, à cet acte de remettre le drap conjugal, c'est quand même pas anodin. Il en vient aussi, enfin c'est pas rien, je veux dire, on peut pas dire, vous voyez, c'est typiquement un cas où on ne peut pas dire il y a l'agresseur et la victime de l'autre, parce que quand il est face à sa femme, le corps de sa femme plus exactement, donc dans le cercueil, à l'église, avec l'ensemble des proches, filmé donc dans la France entière si c'est pas plus, et qu'on le voit pleurer, et qu'il le refera 1001 fois en public, etc., lors des manifestations, enfin vous croyez que c'est un pervers là à ce moment-là? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'il vit au moins en partie une vraie souffrance. Ça se voit. Il ne pleure pas exprès là. Il ne joue pas les cascades de pleurs, tambour battant 24 heures sur 24. C'est pas vrai. C'est pas un comédien à ce point-là. C'est que bien entendu, il y a une partie de lui-même sans aucun doute qui est je l'aimais, j'ai commis l'acte irréparable, je le regrette au moins en partie. Et ce regret-là, il est flagrant. C'est ce qui d'ailleurs a tiré sans aucun doute mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Et lorsque Maître Florent disait déjà au mois de décembre, à mon avis, ne vous inquiétez pas, on ne va pas aller chercher très loin l'individu, hein, on va vite y revenir. Bon, ben voilà, c'est parce qu'on savait qu'il y avait déjà sur place un élément clé qui était notamment les draps. Et donc, comment voulez-vous qu'un drap conjugal soit fait par un prédateur étranger à l'histoire? Voilà, après c'est juste baliser, voilà, fermer toutes les portes, baliser toutes les preuves, que tout se tienne dans la reconstitution des éléments correspondants, et puis ensuite on le met en garde à vue. Ça prend le temps que ça prend, mais au moins on est sûr de son coup à l'arrivée, et puis on ne va pas se manquer. Il n'y aura pas de porte de sortie où il pourra s'enfuir, hein, dans une logique parallèle, des choses comme ça. Donc voilà, c'était juste pour dire voilà, que le crime passionnel, c'est typiquement un cas où vous ne pouvez pas dire qu'il y a un agresseur à 100% qui a décidé de manière totale, exclusive, unilatérale, avec une responsabilité de criminel à 100%, ce qu'il a fait. C'est pas vrai. Et je ne dis pas que c'est un crime passionnel ici, attention. Mais je dis simplement que dans le cas d'un crime passionnel, qui peut nous y faire penser, c'est une hypothèse à ne pas exclure ici, eh bien, on est victime de soi-même autant qu'on est agresseur. Puisqu'on a été emporté par une décharge émotionnelle, par une passion donc dévorante qui nous a complètement dépassé, et on a perdu le contrôle de soi-même. Voilà, comme une colère qui en vient à l'escalade. Enfin, tout le monde connaît ça, vous êtes déjà mis en colère, j'imagine. Il est en colère. Ah oui, hein. Donc voilà, quand on est parti, bah, les mots fusent, si vraiment on veut avec quelqu'un, les coups peuvent facilement partir. Et qu'est-ce qui nous retient? C'est notre conscience. C'est le fait qu'on pourrait être poursuivi pour ce qu'on va faire. Parce qu'à un moment donné, on se dit, est-ce que ça vaut le coup? Je mets en balance très vite, furtivement dans mon esprit, mais est-ce que la prison, ça mérite ça? Ou est-ce que, qu'est-ce qu'on va en dire de moi? Est-ce que, voilà, dans la balance, bon allez. Mais si vraiment la pulsion est forte, si l'émotion est forte, si on n'arrive plus à se contrôler, si on n'a même plus de conscience pour pouvoir se limiter soi-même, c'est parti. Et une fois que c'est fait... C'est une drogue, par exemple. Oui, la drogue, peut être aussi. Voilà, c'est ça.
Oui, la drogue, on peut être alcoolisé aussi, hein, intoxiqué par certaines drogues, malade tout simplement, psychiatriquement aussi atteint par des délires, des schizophrénies, des paranoïas ou les deux à la fois, des choses comme ça. Mais aussi, j'insiste bien, des cadavres dans le placard. Ça, c'est capital. Il se peut très bien que dans une relation de couple, on dise des choses, ou on fasse des choses qui déclenchent et réveillent ce cadavre qui va vraiment prendre des proportions incroyables, qu'on ne sous-estimait pas. Un cadavre dans le placard, on va y revenir de toute façon, c'est le lot commun de ceux qui font de la criminologie. Ouh là là. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a de manière sous-estimée, souvent, mais en fait on a le sommet de l'iceberg conscient qui est je m'intéresse à la criminologie parce que l'enquête m'intéresse, parce que voilà, j'ai envie de comprendre ce qui se passe, pourquoi victime, pourquoi agresseur, pourquoi éventuellement moi, la personne sait qu'elle a déjà été victime, ok, peut-être qu'elle a été témoin de quelque chose, peut-être qu'elle vient d'un environnement, une famille dysfonctionnante, déjà il y a un peu de violence, un peu de souffrance, des incestes, je ne sais quoi encore. Donc il y a un truc, oui, déjà le sommet de l'iceberg il est là, et donc je veux comprendre, je veux avancer, je veux régler ça, je veux faire le deuil, je veux transformer ça, je veux aider les autres, parfait. Mais dans plus de 80% des cas, selon mon expérience en 20 ans, ceux qui s'intéressent à la criminologie ont un iceberg sous l'eau. Et c'est ce que j'appelle le cadavre dans le placard. C'est-à-dire un truc qu'ils, parfois, n'ont pas conscience. Parfois, ils n'ont pas conscience, parce que plus précisément, c'est dans l'inconscient. Et qui sommeille jusqu'à ce qu'un jour, une situation, une personne, un mot, en vienne à vous faire avoir un comportement radicalement opposé à votre habitude. Voilà, ça commence souvent comme ça. Vous vous surprenez à avoir un comportement, une attitude totalement inhabituelle. Je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Et vous me dites, parce que tout simplement, le cadavre, en quelque sorte, qui est sorti de votre inconscient et qui est venu au conscient, a pris les manettes de contrôle de votre esprit. Il est venu, voilà, vous supplanter en quelque sorte votre volonté. Et dans ces cas-là, comment voulez-vous admettre la responsabilité totale, délibérée, volontaire du passage à l'acte? C'est pas possible. C'est comme si je vous disais, voilà, j'ai été un individu, oui, j'ai été donc violé par mon père pendant 10 ans. Et j'ai, pas plus tard que la semaine dernière, un étudiant qui m'a appelé pour ça. 10. J'ai été violé donc pendant 10 ans par mon père. J'ai été donc voilà, pénétré analement et fellation obligée. Je fais comme je peux, je suis devenu homosexuel. Je suis donc un individu qui rencontre des grandes difficultés pour m'insérer socialement. Je veux comprendre, j'ai bien compris un certain nombre de choses. Mais un jour, je me suis retrouvé vis-à-vis d'un individu et ça s'est vraiment très très mal passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu un effet miroir. On revient à cette conclusion. L'effet miroir, c'est, voilà, quelque part, j'avais un individu qui avait vécu la même chose que moi au départ, en gros, mais lui avait compensé. Donc il était en surcharge en quelque sorte, il voulait être le plus fort pour que ça n'arrive plus jamais. Il voulait être dépassé d'histoire en étant donc l'agresseur quelque part pour qu'il ne soit plus jamais victime. Alors que lui, notre étudiant, il étudie, il est plutôt encore victime. Il en est au stade de que ça mijote, ça boue, c'est en gestation comme ça, mais bon, tout ça n'est pas encore compensé, Dieu soit loué. Mais il reste plus ou moins faible, fragile, il tergiverse, il ne sait pas trop ce qu'il veut, il est voilà, un peu dans ce marasme. Et donc, l'effet miroir, c'est que les deux cadavres, le même traumatisme ou équivalent, donc, vont se rencontrer rien qu'en se voyant, et le type va lui casser la gueule. Au point que... voilà. Pourquoi? Parce que celui qui est là reconnaît ce qui lui est arrivé, et donc il veut éliminer, symboliquement, la personne ou la cause du mal, même s'il est identique, voilà. Et parce qu'il a compensé, finalement, il veut s'imposer par rapport au traumatisme vécu et l'éliminer, l'effacer de sa vue, tout bonnement. Vous comprenez? Donc c'est parfois ce genre de choses qui fait qu'on est victime de soi-même. Donc juridiquement, ça ne tient pas la route. Il n'y a pas un agresseur d'un côté et une victime de l'autre. La personne est d'abord... Et c'est pour ça que Dieu soit loué, que le droit a quand même prévu
altération du discernement et abolition du discernement. C'est-à-dire, altération du discernement, ben, il était en partie responsable de ce qu'il a fait, il savait ce qu'il avait, mais une autre partie, il ne savait pas. Alors, une partie de ceux, il ne contrôlait pas. Et abolition, vous savez bien ce que ça veut dire, il ne contrôle rien. Il ne... voilà, il n'avait pas le discernement, il a perdu le contrôle complètement, totalement. Il en vient comme ça à être excusé, en tout cas irresponsable pénalement, de ce qu'il a commis, puisqu'on a bien compris que son esprit avait été plus fort que sa volonté. Son esprit malade, dépendant, psychiatriquement atteint, était plus fort que sa volonté, libre et éclairée. Reçu? Voilà. C'est ce qu'il fallait dire en introduction. Alors maintenant, passons, si vous voulez bien, au grand principe. Ça, c'est quand même quelque chose. Donc on va aujourd'hui faire, on va aller au moins jusqu'au traumatisme. Hein. On va tout faire. Donc on fonce. Vous avez, on n'est jamais victime par hasard. Qui se ressemble s'assemble, se complète et se reconnaît. Le ressenti de la victime l'emporte sur la réalité sociale juridique des faits. Et donc, comme je vous le disais déjà tout à l'heure, tout agresseur a été victime et toute victime peut devenir agresseur. Afin de prévenir le crime de la victime, c'est le plus essentiel. Alors, premier principe, on n'est jamais victime par hasard. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit avant de poursuivre. D'abord, la vraie phrase, la vraie expression de Télabien, c'est « on n'est jamais victime par hasard dès lors qu'il y a un minimum de relations interpersonnelles entre l'auteur et sa victime ». On n'est jamais victime par hasard dès lors qu'il y a un minimum de relations interpersonnelles entre l'auteur et sa victime. Ça veut dire, vous croisez dans la rue, vous retenez ça. Vous recroisez quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas, c'est le minimum de relations interpersonnelles que vous pourriez avoir. Et là, on comprend très vite que l'inconscient joue à plein régime. Vous savez pourquoi l'inconscient joue à plein régime? Parce que vous ne connaissez pas par définition cette personne, elle est étrangère à vous. Elle débarque pour la première fois dans votre vie. Et pourtant, rien qu'en la voyant, vous avez une première impression positive ou négative la concernant. Parfois, ça va même plus loin. C'est-à-dire quand vous voyez la personne en disant « Oh, elle me plaît vraiment ». Ou à l'inverse, « Putain, celui-là, vraiment, je passe mon chemin ou même je vais là sur l'autre trottoir, tellement j'ai une révulsion pour cette personne. » Bon. Et je le disais encore il n'y a pas si longtemps, vous croyez que vous tombez amoureux volontairement. C'est-à-dire que le fait même de tomber amoureux, c'est le meilleur exemple que je puisse donner de l'inconscient. Vous dites « Ah, aujourd'hui, je vais tomber amoureux ». Non, bien sûr que non. C'est quand ça vous tombe dessus, c'est l'inconscient qui agit. C'est-à-dire le fait que vous avez... Alors, c'est quoi l'inconscient? Rappelons vite fait, bien fait. L'inconscient, c'est d'abord... J'aime à donner cette image-là, c'est le disque dur de votre personnalité, de votre être. Quand vous avez un ordinateur, un PC, vous avez d'un côté le bureau. Le bureau, c'est la partie visible, c'est l'accueil de votre ordinateur, c'est là où vous rangez vos fichiers, où tout est visible de prime abord. On est bien d'accord? Ça, c'est le conscient. C'est ce que vous voyez tous les jours, c'est ce que vous contrôlez tous les jours, c'est que vous choisissez ce que vous faites ou vous ne faites pas à l'intérieur, vous contrôlez, vous êtes le maître à bord du tableau de bord que vous actionnez. Clair? Le disque dur, vous ne le voyez pas. Le disque dur, c'est la mémoire de votre ordinateur, qui stocke en permanence tout ce que vous vivez, tout ce que vous partagez. Mais parce que vous ne le voyez pas, peut-être que vous ne... Voilà, ce sont des fichiers qui sont enregistrés, vous savez à la limite où les trouver, d'accord? Mais il se peut qu'à un moment donné, parce que vous avez fait une recherche sur Internet, vous ayez fait ceci, vous ayez fait cela, et puis, voilà, c'est stocké. Vous croyez même parfois l'avoir effacé, parce que vous avez dit « j'efface ». Supprimez. Mais votre disque dur, vous le savez bien, j'espère, conserve absolument tout. On pourra absolument tout retrouver et restaurer dans ce disque dur, même si vous l'avez supprimé consciemment. Voilà. Donc c'est un peu cette idée-là, c'est que l'inconscient, c'est d'abord du stockage. Voilà. C'est l'ensemble des informations de vie à partir du moment où vous êtes né, qui stocke absolument tout. Hein. C'est-à-dire ce qui est juridique, ce qui est psychologique, c'est sociologique, c'est votre émotion, c'est ce qui est cartésien, c'est
tous les styles d'information, sans exception. Le plus intéressant, évidemment, étant l'émotionnel, c'est-à-dire l'inconscient émotionnel. C'est-à-dire, par exemple, lorsque votre mère vous mettait une fessée, vous aviez horreur de ça, ben, vous avez peut-être gardé en mémoire dans votre disque dur inconscient l'odeur de cette femme quand elle le faisait, la façon dont elle s'approchait de vous, la manière dont elle utilisait la main pour... Voilà. Vous vous souvenez aussi de la marque que ça laissait, avec voilà, une rougeur très particulière, la douleur, la souffrance psychologique aussi qui était la vôtre à ce moment-là. Tout est absolument stocké. Tous vos 5 sens ont été en branle pour marquer à vif, graver au fer rouge dans le disque dur de votre inconscient tout ce que vous avez ressenti. Ainsi, c'est aussi simple que cela lorsque vous recroiserez ensuite dans la rue quelqu'un et qu'il aura peut-être la démarche de votre mère, la manière de regarder de votre mère, la manière de lever la main à un moment donné de votre mère, alors vous aurez très vraisemblablement une opinion défavorable de cette personne inconnue. Mais vous ne pourrez pas dire que consciemment c'était à l'image de votre mère, bien sûr. C'est parce que il y a des paramètres en quelque sorte stockés dans le disque dur qui matchent en quelque sorte sur la personne que vous rencontrez. Et à l'inverse, si un beau jour vous avez eu un coup de foudre sur une plage à l'occasion de vacances d'été, alors que vous aviez 5 ans, 6 ans, avec une petite fille qui était avec des petites nattes, qui avait des yeux comme ça, tout grands et tout vifs, et déjà elle avait une petite voix adorable, et elle venait vous prendre la main, et vous allez barboter dans l'eau, comme si c'était déjà votre sœur, etc. Et là, à 25 ans, vous croisez une personne qui a tout à coup des petites nattes, qui a une voix adorable et qui machin, vous ne faites pas le lien, mais déjà vous l'aimez. Voilà, déjà vous tombez amoureux presque, vous voyez? C'est ça l'inconscient. Bon. Donc vous imaginez ainsi que si vous avez maintenant un traumatisme, votre père vous violait, votre mère vous mettait dans le placard, vous étiez fouetté, vous avez été donc insulté, humilié, rejeté, donc tout à panoplie de ce que vous pouvez imaginer. Le disque dur il va aussi stocker. Pourquoi il ferait abstraction de ça? Même si on refoule cet événement du conscient à l'inconscient, le disque dur il va de toute façon le garder. Il ne va pas l'effacer. Jamais. Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Oui, pour ne pas souffrir consciemment, vous déconnectez le bureau du disque dur. Vous déconnectez le conscient de l'inconscient. Vous dissociez. Afin que quand vous voyez votre bureau, jamais le traumatisme ne puisse vous revenir à l'esprit. Jamais. Et vous vivez comme ça, consciemment en tout cas, bien. Au sens où rien ne vous rappelle sur votre bureau que vous avez un traumatisme.